japonaise dans le jeu vidéo et l'animation, à savoir si c'était donc un sujet d'avenir. Donc on a avec nous aujourd'hui différents grands artistes dans leur domaine respectif. Donc monsieur Amano Yoshitaka, vous avez déjà pu le voir tout au long du salon, il est bon de rappeler qu'il est à l'origine le designer de Final Fantasy et Vampire Hunter D, et c'est également un artiste complet. Nous avons aussi Anthony Roux alias Tot, qui est le créatif chez Ankama et un des 3 fondateurs, et le président aussi. Et enfin, nous avons M. Goichi Suda, qui est le président de Grasshopper Manufacture, qui est un très grand éditeur japonais de jeux vidéo et qui a sorti des jeux comme Lollipop Chainsaw ou No More Heroes. Si vous pouviez les applaudir très fort. Alors, d'accord, très bien. Et Anthony, même question. Lorsque tu crées quelque chose, est-ce que tu t'entoures d'une équipe directement ou est-ce que tu penses tout seul? Quand je commence à réfléchir à un projet, en général j'aime bien en discuter. Je ne pose pas forcément des bases très très précises. Par contre, j'ai besoin de beaucoup échanger. Par exemple, si je réfléchis à un projet sur un univers de Castor, j'ai besoin de discuter de Castor avec mes artistes, mes scénaristes, et ils vont m'apporter leur point de vue sur les Castors. Et c'est une obligation pour moi de discuter, d'échanger avec les personnes qui seront ensuite à la base de la production. Et c'est inévitable si je veux vraiment avoir des bonnes idées. Voilà, je ne sais pas travailler tout seul, pour être clair. D'accord, très bien. Et justement, par rapport à ce processus de création, donc tous les 3, ils ont une grande expérience justement dans ces domaines-là. Par rapport à cette expérience, et leur vision, quelles sont les différences qu'ils peuvent ressentir entre le processus de création au Japon et le processus de création en France? Est-ce que peut-être, Anthony, toi tu as une petite expérience là-dessus à nous communiquer? Je m'excuse que tu parlais par là. Je n'ai pas entendu le jeu. Quand tu parlais par rapport au processus de création, quelle différence tu ressens entre le processus de création en France et le processus de création au Japon? Moi, je ne suis pas non plus un super expert de tout ce qui se passe au Japon, mais la sensation globale que j'ai, c'est que au Japon, ils sont très 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 rigoureux, et de par leur culture, ils sont, comment dire, excusez-moi. Et de par leur culture, ils sont beaucoup plus... je suis désolé, j'ai perdu le fil. C'est pas grave. De par leur culture, donc ici c'est ça que je voulais dire. Ils sont... commencent à un niveau sur l'échelle, excusez-moi, oui, c'est le début, c'est toujours comme ça. Et en fait, ils tiennent leur poste. Et il y a quelque chose qui est très différent, par exemple, de la France, c'est qu'un storyboarder, j'ai l'impression qu'il peut être border. Un animateur, il peut tenter de faire du storyboard. Au Japon, j'ai l'impression que les cases, les postes sont beaucoup plus fixes, ils sont beaucoup plus rigoureux. Et j'ai l'impression qu'il y a une rigueur globale bien plus forte que chez nous, qui leur permet de travailler peut-être un nombre de coups. Ils sont mieux organisés, j'ai l'impression. D'accord, merci. Anthony, j'aimerais bien t'écouter là-dessus, parce que j'imagine que tu as un avis pertinent sur la question, parce que c'est ton job. C'est que mon avis, mais je pense qu'au Japon, ils ont aussi un problème démographique. Il y a beaucoup plus d'enfants en France et en Europe qu'au Japon. Vous y allez régulièrement, ça se constate dans la rue, facilement. Maintenant, je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle il y a plus de films ou de séries s'adressant à un public adulte. Par contre, ce que je sais par rapport aux chaînes françaises, c'est que les chaînes françaises nous donnent de l'argent pour financer nos séries,
et sont quelque part, ont un droit de regard, sont parfois intrusives. Elles ont une vision de ce qu'elles veulent pour leur cible, et en fait on doit comment dire, ingérer tout ça et essayer de rendre des programmes qui sont le plus possible raccord à leur case. Donc s'ils cherchent du 6-8 ans ou du 8-12, on va être drivé énormément. Au Japon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être en amont plus de liberté sur l'univers. Je suis certain que les chaînes viennent rajouter aussi, elles aussi, un petit grain de sel, sinon ça ne serait pas drôle. Mais je pense qu'à l'origine, il y a plus de liberté et de ce que j'ai pu voir, maintenant je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les chaînes japonaises, de ce que j'ai pu constater, c'est plus, il y a des comités qui sont formés. Donc c'est le producteur de la série, le producteur de la série plus, je vais dire, un éditeur pour la musique, quelqu'un qui va lancer les DVD, un distributeur pour les DVD, qui vont voir la chaîne et qui payent la chaîne japonaise. Là où en France on reçoit des sous pour créer du programme, en Japon souvent les chaînes sont payées pour diffuser les séries, pour ne parler que des séries. Et résultat des courses, comment dire, le rapport de force n'est pas forcément le même. C'est mon opinion. Maintenant, voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. Et justement, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui sur la coproduction franco-japonaise, est-ce un sujet d'avenir? Je pense qu'il y a un mot justement important qu'on découvre un petit peu chez nous, qui est le transmédia, et qui existe au Japon depuis un petit moment. Et donc comme j'ai une question sur le transmédia, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà ce qu'est le transmédia, sachant que je pense que tu es un grand spécialiste du domaine, donc avec des mots simples, voilà. Pour ceux qui étaient là ce matin et qui vont se reprendre l'explication, il y a deux termes qui ont émergé il y a peut-être une dizaine d'années et qui sont devenus des mots forts, des mots marketing. Ça a commencé avec le cross-média et le transmédia. Selon moi, il y a une différence majeure entre les deux mots et entre ces deux mots marketing. C'est que le cross-média permet de... En fait, c'est la déclinaison d'un univers sur différents supports, mais on ne va pas forcément raconter une nouvelle histoire, ça sera souvent la même démarche artistique, le même scénario. Donc, quand vous prenez par exemple Le Seigneur des Anneaux, il y a un portage du roman au cinéma, on va avoir droit à la même histoire. Et en fait, l'adaptation va être la plus fidèle possible par rapport au bouquin. Quand ils vont faire le jeu du Seigneur des Anneaux, c'est un autre studio encore qui va récupérer les droits du jeu, qui ne sera pas le même studio que celui qui a acheté les droits du film, et qui va faire un jeu en étant le plus fidèle possible au roman, ou, si ça sort en même temps que le film, le plus fidèle possible au film. C'est ce qui s'est passé notamment donc avec Le Seigneur des Anneaux. Ils ont lancé le film avec Peter Jackson. Et derrière, ils ont lancé un MMO qui était, on va dire, ultra fidèle au film. Donc ça, pour moi, c'est le cross-média, c'est-à-dire que c'est un univers qui va être décliné sur différents supports, mais qui va raconter la même histoire et qui n'aura pas forcément, il n'y aura pas forcément de nouveaux ajouts forts. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, en tant que lecteur, joueur ou spectateur, je ne vais pas avoir des chocs émotionnels que je n'aurais pas ressentis en lisant le roman, ou en tout cas je suis sur les mêmes histoires, les mêmes ambiances, je sais ce qui va se passer. La grande différence avec le transmédia, selon moi, c'est que avec le transmédia, on ne raconte jamais deux fois la même histoire. C'est-à-dire que si je travaille un MMO ou un jeu vidéo, l'histoire que je vais raconter, le portage que je vais faire de ce jeu vidéo en bande dessinée, ça sera un complément, ça ne sera pas une redite de ce qui a déjà été fait. Et quand je regarde par exemple les séries japonaises que j'aime beaucoup, comme One Piece ou Naruto, la plupart du temps, les séries sont très fidèles et sont des belles adaptations. Je me dis si je suis trop... Non, mais je pense qu'on a besoin de comprendre ce que c'est. Ce sont des belles adaptations des mangas. Mais on ne découvre pas de nouvelles choses dans les séries. Par contre,
Et quelque part, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que quand ils ont, une fois par exemple sur du One Piece, on l'a vu sur Naruto, à un moment, donc c'était Studio Pierrot, je crois, qui a fait l'animation de Naruto, qui a fait les 500 épisodes de Naruto. Quand ils ont rattrapé l'histoire du manga, ils ont commencé à devoir faire des épisodes dans lesquels il y avait la créativité. Donc j'ai envie de dire, à un moment, ils ont fait du cross-media pendant X centaines d'épisodes, et quand ils ont rattrapé le manga, finalement, ils ont fait du transmédia. Ils ont raconté quelque chose de nouveau, ils ont enrichi l'univers, ils ont créé des nouveaux personnages, des nouvelles histoires. Donc voilà, c'est la distinction que je fais entre les deux. D'accord, très bien. D'accord, ok. Et en fait, également dans l'animation, changeons justement de sujet là-dessus, on a l'impression également que les animations qui viennent du Japon ont de plus en plus de mal à percer en France, notamment au cinéma, à part en gros les productions des studios Ghibli. Anthony, pourquoi, à ton avis, les animations qui viennent du Japon ont ces difficultés en France à cartonner, quoi? Je ne sais pas si, encore une fois, c'est lié au Japon, mais j'ai plus l'impression qu'il y a de plus en plus de films, de blockbusters qui sortent, et notamment dans le domaine de l'animation, parce qu'en fait, que ce soit les majors aux États-Unis ou même en Europe, même en France, on a quand même une belle production en film d'animation. Je pense qu'en fait, surtout, il y a de plus en plus de gros films 3D, surtout, qui sortent, qui prennent beaucoup de place de marché et qui cartonnent. Il suffit de voir de toute façon là tous les films qui vont sortir en fin d'année. C'est un festival, je ne sais pas si c'est 4, 5, 6 blockbusters en dessin animé qui vont sortir. Et la 3D, même si ça m'emmerde un peu de le dire, c'est que, parce que je préfère la 2D, je suis plus touché par ça. J'ai l'impression que la 3D a quand même bien pris le pas sur la 2D, qui est la spécialité des Japonais. Donc clairement, il n'y a pas énormément de prod 3D au Japon, alors qu'en 2D, ça reste largement les champions du monde dans cette catégorie-là. Mais au cinéma, donc en France, même quand on voit le dernier Ghibli, la sortie du dernier Ghibli, bon, je parle. Allez, il y a la colline au coquelicot, admettons, c'est un peu particulier. On va même Miyazaki n'était pas forcément réel dessus. Bon, admettons. Il n'a pas fait énormément d'entrées. Ponyo, je crois qu'il a fait 700 000 ou 800 000 entrées. Donc, il a fait moins que les films précédents. Et je pense que c'est l'arrivée en partie des films 3D qui dessèchent un peu et qui mettent un peu au placard justement les films 2D, à mon grand désespoir. Je veux aussi rajouter qu'il y a beaucoup il y a de plus en plus de blockbusters effectivement dans le jeu vidéo comme dans le cinéma, mais je pense sincèrement que, et au détriment des films d'auteur et au détriment aussi des jeux d'auteur, par contre je pense sincèrement qu'à un moment ou à un autre ça va finir par s'écrouler, parce que la méthode hollywoodienne ça devient étouffant, ça gave tout le monde. On s'en rend pas compte, mais enfin, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte, on s'en rend de plus en plus compte, mais on est pris de plus en plus pour des cons, vraiment. Les scripts sont étudiés d'une façon. Les scripts sont étudiés, ça répond. J'ai l'impression qu'on nous met dans des. On est vraiment de plus en plus considéré comme du bétail. Et en fait, cette industrie-là, elle finira dans le cinéma, elle finira par exploser. Et étant donné que le jeu vidéo, les blockbusters dans le jeu vidéo se calquent sur cette industrie hollywoodienne, je pense ça finira aussi par exploser. Et la chose qui explosera pas, la chose qui restera toujours au fond, comme le disaient nos deux amis japonais, ce qui restera, c'est des gens qui ont envie de faire des choses, des créatifs, des gens qui sont motivés par un projet, passionnés par un projet, qui lanceront, qui pousseront, qui auront une équipe derrière eux, et qui feront peut-être des petites choses pour commencer, qui grossiront, et puis qui finiront par avoir leur public. Et le net, on le remerciera jamais assez, va nous permettre de démocratiser ça à fond. Je pense même si ça prend 10 ans, 15 ans,
c'est pas grave, on n'est pas pressé, c'est pas pour nos enfants. Voilà. Merci pour cette